Hello guys, short message for English speaker. Unfortunately, this video will be exclusively in French because it's again regarding the rule and regulation in France with the new roadworthy system implemented. So it's nothing to do for you guys. Sorry about that. Feel free to watch any other video on my channel, and you can filter per type. If you want to watch anything about the motorbike, just type FGR on the search engine and go ahead. Thank you, bye bye. Et bonjour à tous. Tout d'abord, merci à ceux qui sont inscrits suite à la dernière vidéo là à propos du contrôle technique. J'imaginais pas un engouement pareil. Je me posais quelques questions sur votre système et au vu du nombre de réponses, de commentaires, etc. Il y a vraiment un problème avec ça et vous avez vraiment à bosser là-dessus, les gars, parce que ça n'a pas l'air de se présenter bien comme il faut votre contrôle technique. Je voulais rebondir là parce que il fait un temps superbe aujourd'hui, alors que c'est pas la saison. Normalement, c'est la saison des pluies quasiment là pour nous. Mais aujourd'hui, il faisait 25 degrés, un beau soleil, donc j'en profite, ça va pas durer. Je voulais dire que, en premier lieu, pour clôturer un peu le débat là sur le contrôle technique, j'avais oublié de préciser que chez nous en Australie, le contrôle technique, il est fait chez un concessionnaire moto. Et donc du coup, donc ils ont besoin d'être agréés, je sais pas quoi, mais ils sont quasiment tous agréés de ce que j'ai vu. Et donc du coup, c'est les gens qui s'y connaissent en moto. Pour moi, c'est important plutôt que des gens qui suivent un bouquin sans vraiment comprendre comment la moto fonctionne. Donc pour moi, c'est plus cohérent. Donc le contrôle technique, il est fait éventuellement chez votre mécanicien ou un autre. Vous n'êtes pas obligé de suivre le vôtre. Peut-être que si le vôtre vous fait l'entretien de la bécane, peut-être que vous voudrez faire le contrôle technique chez un autre, et ça c'est possible. Donc ça c'est un point important pour nous par rapport à votre système de contrôle. J'ai cru comprendre que vous aviez beaucoup de véhicules sur à ce qu'on en dit, hein, de véhicules, je parle pas que des motos là, hein, je veux dire tout type de véhicules qui sont pas conformes avec leur contrôle technique qui n'a pas été fait, etc. Et donc c'est une partie du problème que vous avez, c'est que bah, forcément si les gens ils font pas le nécessaire déjà pour les voitures, ils se disent que ça va être encore pire pour les motos. Bon, moi je veux bien. Je me suis aussi posé la question du pourquoi comment sur les motos. Il y a un truc qui m'étonne, c'est que j'entends pas mal de pseudo-spécialistes qui disent que pour la moto, le contrôle technique il va être plus complexe et plus difficile ou plus long. Ça me paraît une connerie parce que en définitive, il n'y a pas grand chose à démonter sur une moto pour faire un contrôle technique. Par rapport à une voiture, vous êtes déjà obligé de la lever, etc. pour aller en dessous. Les freins, bah, il n'y a que 2 roues, hein, il n'y a que 2 pneus. Au pire des cas, il y a 3 disques. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de pièces. Ça me paraît étonnant que ça prenne plus de temps de faire un contrôle technique moto que auto. Ce qui peut se produire, c'est que si les gens qui vont faire le contrôle technique sont pas spécialisés moto, ou alors ils ont peu d'expérience moto, oui, peut-être que ça va prendre plus de temps à faire, mais les vérifications à faire sur une moto doivent être quasi identiques à celles d'une voiture. Et je pense qu'il y en a moins, parce que je pense que sur une voiture, il y a plein d'autres, il y a l'habitacle, je sais pas, les vitres, peut-être qu'elles sont vérifiées, etc. Et donc tout ça, c'est des points en plus de vérification par rapport à une moto. Donc je vois pas pourquoi ce serait plus compliqué, plus long. Au pire des cas, ça devrait être la même chose, et voire plus rapide. Et donc, ce que je veux dire, moins coûteux. C'est là où ça va être... Le truc, c'est que je pense que comme il y a quand même une matière à faire de l'argent derrière, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. C'est tentant d'essayer de tirer un peu sur le truc pour faire un peu plus d'argent. Donc à mon avis, c'est le problème que vous avez, c'est qu'il y a des gens qui essayent de faire un profit sur un truc où il y a peut-être moins de profit à faire. Et donc du coup, ils vont essayer de l'étirer un peu pour en faire le maximum de profit. Bref, je voulais dire ça. Et je voulais dire, donc je clôt la parenthèse du contrôle technique. Vous pouvez commenter si vous voulez, mais je veux dire, moi j'ai pas grand chose à en dire de plus. Comme je vous l'ai dit, notre contrôle il fonctionne d'une autre manière ici et on contrôle différemment, etc. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Je voulais dire que, à la suite du contrôle, il y a aussi quelque chose qui est important dans la manière dont ça fonctionne en Australie, dans l'état de Victoria, par rapport à ce que je connaissais en France.
c'est votre système de plaque d'immatriculation, de numéro. Et ça, et j'en démords pas, c'est un truc super important, la manière dont c'est traité en Europe ou en France et la manière dont c'est traité chez nous. Je vous ai expliqué que les plaques ici, on peut pas les avoir, on peut pas les faire nous-mêmes par un quelconque garage, même si on a une carte grise, enfin l'équivalent d'une carte grise et tout ça, c'est pas possible. Elles sont délivrées que à la préfecture. Enfin, donc Vic Road, qui est l'équivalent de la préfecture. Ce qui déjà freine un peu toutes ces histoires de doublettes, etc. Ensuite, comment les policiers sont équipés de véhicules, et pas que les véhicules de police. Il y a aussi des reconnaissances de plaques sur le bord de la route qui sont comme des caméras de trafic. Mais en fait, ces caméras, ce qu'elles font, elles vérifient si le numéro d'immatriculation qu'elles voient, est-ce que ce véhicule, il a des amendes en attente. Si jamais c'est le cas et que la police vous a contrôlé automatiquement avec cet appareil, il vous arrête, il vérifie pourquoi vous avez des PV en attente, etc. Et il contrôle votre identité. Et s'il y a un problème de plaque, si vous avez des plaques, des doublettes, bah ça se voit tout de suite parce que le nom du possesseur du véhicule, il va pas correspondre au nom de celui qui a fait une copie de ces plaques d'immatriculation. Donc tout de suite, il y a reconnaissance du délit, etc. Donc pour moi, ça c'est important parce que je me vois mal. Je me souviens que quand j'étais en France, ça m'était arrivé une fois de me faire avoir avec une voiture. Et dans toute sa splendeur, le système de contravention français était quand même fantastique. À l'époque, j'avais une Volvo Bordeaux, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a une voiture qui s'était fait prendre au radar à 500 km de chez moi. C'était une Renault 19 blanche. Elle était en photo. Et il me l'a montré, il me disait que je devais payer une amende parce que j'avais été pris au radar et tout. Et moi, j'ai répondu non, c'est pas ma voiture. C'est pas la même marque, c'est pas la même couleur, c'est pas le même modèle, c'est pas mon département. Il y a forcément une erreur. Et ils m'ont répondu non, il faut que vous payiez d'avance et après vous pourrez discuter la contravention. Ce que j'ai complètement refusé. Il n'est pas question que je paye d'avance si c'est pas mon véhicule. Ça se voit sur les photos. Ils prouvent par une photo que le véhicule il était blanc. C'est pas ma voiture. Fin de l'histoire. Je comprends même pas que ça arrive jusqu'à moi. Cette amende, ça devrait être contrôlé. Est-ce que le possesseur du véhicule est un véhicule, je sais pas, blanc de marque Renault 19? Non, c'est une Volvo rouge, enfin Bordeaux Volvo 460. Point barre, c'est même pas la peine d'envoyer le PV. On voit très bien que ce n'est pas le possesseur du véhicule. Eh ben, le système des amendes vous demande de payer par avance et après vous pouvez faire une réclamation. Donc pour le coup, je l'avais pas fait, j'avais pas payé par avance, j'avais refusé, j'avais dit qu'il y avait forcément une erreur, il n'était pas question que je paye par avance et ça en était resté là. Mais je trouve ça quand même complexe et c'est pas au possesseur d'un véhicule de prouver que c'est pas son véhicule. Il y a une reconnaissance des plaques, la plaque elle correspond pas au véhicule. C'est même pas la peine d'envoyer le PV. On voit très bien que c'est pas le véhicule que la personne possède. Et en plus, c'est des choses qui peuvent être vérifiées via informatique. C'est pas quelqu'un qui a besoin de vérifier si c'est une Volvo, si c'est ci ou ça. Quand vous avez un véhicule enregistré, que vous payez que vous avez une carte grise, sur cette carte grise et donc dans leur ordinateur, il y a la marque du véhicule, le modèle du véhicule, l'année du véhicule, etc. Donc, à partir du moment où le PV correspond pas à tout ça, la couleur correspond pas à la marque, etc., point. Pas la peine de discuter, mais c'est quand même aberrant de devoir se justifier tout le temps, quoi. Donc ce serait bien qu'ils vous fassent ce système comme ce qu'on a ici, parce que moi je trouve que c'est assez efficace et qu'il y a... donc comme je le disais, nous on peut pas avoir des plaques comme ça, donc il n'y a pas de doublette, c'est vite fait. Et donc, comme je l'expliquais aussi, les plaques d'immatriculation, elles permettent un truc crucial pour moi, elles permettent d'avoir ce que vous appelez en France, si je me souviens bien, quand vous êtes assuré au tiers. Eh bien, quand vous avez des plaques d'immatriculation, automatiquement, vous êtes assuré au tiers. Ces plaques, elles vous donnent l'assurance minimum pour circuler sur la route. Donc, ce que vous avez en France avec des gens qui ont des plaques d'immatriculation, mais qui sont pas assurés, eh ben, pour nous, c'est pas possible. Ils sont déjà assurés dès l'instant où ils ont un numéro d'immatriculation. Après, vous pouvez prendre une autre assurance. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une assurance complémentaire, qui est l'équivalent d'une assurance tout risque. Parce que moi ça m'arrangeait et c'est pas très cher ici, donc c'est ce que je vais faire. C'est pas très cher ici. Toute proportion gardée, je vais vous donner un ordre d'idée. Ça me coûte $320, je crois, par an pour le FJR. Et donc je suis couvert, y compris si je me vautre tout seul, quoi. Donc ce que j'appelle tout risque. Je sais pas si c'est vraiment tout risque, mais donc voilà. Pour moi, ça couvre bien. Je reconnais que tout ce qui est assurance et tout ça ici, c'est quand même beaucoup moins cher que chez vous.
Alors c'est lié à un tas de trucs, hein, ça doit dépendre de la région où vous êtes, s'il y a des vols ou pas. Moi j'étais en région parisienne avant, donc forcément une assurance moto là-bas. Une assurance moto, je me souviens qu'un jour j'étais allé chez un assureur pour assurer un bandit à l'époque, un bandit 600. Et quand il m'avait donné le montant, 1 an et demi d'assurance, c'était plus que le prix de la moto neuve. Donc c'est pas possible, on peut pas. Et moi j'avais jamais eu de pète ni quoi que ce soit, donc j'étais pas considéré comme je sais pas mauvais conducteur ou donc j'aurais dû avoir je sais plus comment ça se passait chez vous, hein, ou si vous aviez des points ou quelque chose comme ça pour déterminer votre pourcentage, je crois que c'était pour déterminer votre type d'assurance par rapport à votre conduite et votre âge, etc. Donc ouais, c'est pas possible. Après, il y a des régions, c'est évident ce que je vous expliquais là. J'étais en région parisienne, il y a beaucoup de vols de moto, il y a plus de crash, etc. Donc forcément, j'imagine que c'est ça qui fait payer plus. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'ici, du coup, ce système d'assurance, pour moi, c'est cohérent. Il y a personne qui roule sans assurance, excepté les gens qui roulent carrément sans plaque. Mais comme je l'expliquais avant, rouler sans plaque, c'est super évident. Vous allez vous faire arrêter, il n'y a pas de doute, parce que c'est, je veux dire, même le kidam moyen, tout le monde peut se rendre compte que tel véhicule, il n'a pas de plaque. On n'a pas besoin d'être officier de police pour le voir, quoi. Donc, ce système-là, pour moi, il est pas mal. Il oblige à avoir le minimum légal pour pouvoir déterminer les coordonnées d'une personne s'il y a un accident, etc. Et couvrir donc au tiers, ce que je comprends, c'est que vous couvrez les dégâts que vous pourriez éventuellement provoquer sur d'autres véhicules. Par contre, ça couvre pas votre véhicule, hein, on est bien d'accord. Ça me convient. Il y a peu de gens qui roulent à l'équivalent du tiers, hein, comme un peu partout, on a une assurance complémentaire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais quand même, il y a quand même des gens, quand ils ont une voiture un peu ancienne, etc., ils n'ont pas trop les moyens, ils restent avec ce format-là, tout en sachant que si jamais ils éclatent leur bécane, leur voiture ou leur moto dans un accident, et qu'ils sont en tort, eh ben, il n'y aura pas de remboursement de quoi que ce soit, quoi. Ça paraît logique. Donc voilà, je voulais en finir avec ça. Pour moi, ça tient la route, le système de plaques ici et d'assurance minimum. Je trouve que c'est un truc qui fonctionne bien et je comprends pas pourquoi vous avez une séparation entre l'équivalent de la carte grise du véhicule et l'assurance qui n'est pas, c'est obligatoire en France, mais c'est indépendant du reste du système. Donc je comprends pas trop. Si c'est obligatoire, ça devrait se présenter dès le moment où vous faites le contrôle technique, vous avez votre véhicule, mais même sans parler du contrôle technique, dès l'instant que vous prenez un véhicule, pour avoir les plaques, il faut avoir cette assurance minimum. C'est ça que je pense qui fonctionne bien, quoi. Voilà, je voulais vous dire ça, et puis je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Il y a juste un petit point que je voulais rappeler, parce que j'avais parlé de ça dans une vidéo avant. Ici, on fait quand même vachement attention à notre dépense d'eau, parce que l'Australie, c'est très sec, ça souffre beaucoup de la sécheresse, donc on fait attention comment on utilise l'eau. Et je recommande, si vous nettoyez votre bécane, et je dis ça parce que je viens de la faire, là, si vous nettoyez votre bécane, je vous recommande ce genre de trucs. Donc ça, c'est un truc de jardinage, normalement, c'est pour vaporiser des produits. Donc ça coûte pas cher, j'ai dû payer 6 ou 7 dollars, ou 10 dollars peut-être, je sais pas. Vous mettez votre produit nettoyant, vous mettez de l'eau dedans. Si vous voulez de l'eau tiède, ça marche encore mieux. Vous mettez sous pression en appuyant sur ce piston là. Et pour le coup, sur le mien, quand je le retourne comme ça, tête en bas, ça vaporise de la mousse, en fait, la mousse du produit mixée avec de l'eau sur la bécane, ce qui fait que vous utilisez très peu d'eau et ça nettoie très bien. Et c'est pas une pression énorme, mais ça permet d'avoir quand même le produit qui va dans tous les recoins. Et c'est ce qu'on cherche quand on fait un nettoyage. Et après, vous pouvez rincer à l'eau. Alors peut-être que vous rincez au jet d'eau, mais dans tous les cas, vous allez dépenser beaucoup moins d'eau en faisant ça et beaucoup moins de produits aussi. Et ça va assez vite. Vous pulvérisez à droite à gauche comme ça dans tous les recoins. Moi, je le retourne tête en bas, je fais les dessous et tout. Et je recommande de faire comme ça, vous utilisez moins d'eau et vous passez moins de temps à faire votre bécane. Voilà, je voulais vous dire ça. Et je trouve que elle a encore une belle petite bouille, ma bécane. Elle a dépassé les 20 ans, elle a 21 ans maintenant. J'en reviens pas. Il y a un autre truc qu'on peut faire ici, que vous avez sans doute aussi en France. On peut, ma moto, donc elle est en plaque d'immatriculation normale, véhicule, mais je peux la faire passer en véhicule de collection. Et donc, véhicule de collection, l'équivalent de l'assurance, là, ce que je vous parlais là, avec VicRoll,
ça descend le prix de 90%. C'est-à-dire qu'au lieu de payer, par exemple, si à l'année je paye 500 $, ben ça va coûter 50 $, 50 ou 60 $, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vachement bien. 90 jours par an. Mais il y a un autre truc qui est quand même pas mal, c'est que vous pouvez avoir une plaque comme ça pour chaque véhicule que vous avez qui dépasse les 20 ans. Donc pour nous, la restriction véhicule vintage, ancien, de collection, c'est 20 ans. Et donc, par exemple, vous pouvez avoir 2 bécanes qui ont chacune plus de 20 ans, les mettre dans cette immatriculation de véhicules de collection. Vous pouvez chacune les utiliser pour 90 jours par an, pas plus que 90 jours par an, mais chacune, au final, ça vous fait 180 jours. Puis après, vous pouvez très bien avoir une bécane plus petite, qui coûte pas cher pour aller bosser. Et celle-ci, vous allez payer un minimum de registration, parce que du coup, c'est un modèle plus petit avec une motorisation plus petite. Oui, pour info aussi, la plaque d'immatriculation, c'est un peu comme vous pour la vignette. Je sais pas si vous n'avez pas la vignette sur les motos, mais vous voyez le principe, c'est par rapport à la cylindrée moteur. Donc pour le coup, pour une moto un 1300, c'est une des plus grosses que vous pouvez payer comme registration. Après, si vous avez un 250, ça va pas coûter cher, quoi. Ça va coûter même pas un quart du prix de celle-ci, quoi. Donc voilà, c'est un truc aussi qui est pas mal. Le véhicule de collection, c'est que 20 ans. On n'a pas besoin de dépasser de plus de 20 ans. Cette moto-là, elle a 21 ans. Bon voilà, j'aurais pu la faire passer. J'y ai pensé un moment. Le problème, c'est que je m'en sers un peu trop souvent. Je pourrais jamais faire les 90 jours avec ça. Il faudrait que je fasse ça plus une autre bécane. Donc ça reste dans le coin de ma tête. Et il y a un autre truc aussi, c'est que une fois que vous l'avez fait, que vous l'avez mise en véhicule de collection, elle ne peut pas être mise en véhicule normal sans repasser un contrôle technique qui est plus poussé au centre, en fait, à l'équivalent de la préfecture directement. Cette fois, c'est pas celui que vous allez faire chez un mécanicien moto. Et c'est pour vérifier si vous n'avez pas fait des modifications, etc. et qu'elle est toujours éligible pour rouler sur la route, quoi. Donc, et ça coûte bonbon quand même de le refaire, ce truc-là. Donc, faut réfléchir avant de la faire transférer en plaque comme ça, parce que sinon, même si on la vend en titre de collection, eh ben, l'autre personne est obligée de refaire un contrôle comme ça. Parce que on estime que voilà quoi, elle a été comme désimmatriculée, si on peut dire, et donc il faut qu'elle repasse une visite plus importante. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez trouver des solutions pour votre système de contrôle là, parce que j'ai vu pas mal de messages, tout le monde s'énerve avec ça, mais bon, au moment où ça va être complètement implémenté, etc., je sais pas comment vous allez faire, mais vous allez devoir le faire, quoi. Je vois pas trop comment vous allez y échapper, quoi. Donc voilà, merci de visionner mes autres vidéos. Je voulais dire aussi que je fais pas que des vidéos sur la moto. Alors quand vous arrivez sur mon profil, vous allez voir qu'il y a un petit moteur de recherche. Vous pouvez taper FJR ou moto et vous voyez que les vidéos de moto si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas de voir les vidéos de réparation de vélo, parce que j'aime bien faire ça aussi, ou de réparation de Dyson ou d'ordinateur, et ben voilà, vous filtrez simplement. Vous n'avez pas besoin de vous désinscrire. Vous pouvez simplement filtrer et regarder ce qui vous intéresse. Voilà, merci beaucoup et bientôt.